Et on va pouvoir effectivement attaquer. Donc, merci à tous effectivement d'être présents. On va aborder ce webinaire sur la transmission d'entreprise avec un focus plus particulièrement sur la gestion de la trésorerie. Et c'est effectivement Thomas Forêt de Panda de Finance qui va intervenir sur cette thématique de l'excédent de trésorerie et de la gestion de cette trésorerie dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Thomas, je te laisse avancer la slide suivante et puis après je te laisserai prendre la parole aussi pour te présenter. On va se présenter à tour de rôle. Donc un bref focus sur Finky. Donc nous, vous le savez probablement, on travaille sur la thématique de la stratégie capitalistique et actionnariale. Donc on intervient sur tout ce qui est processus de transmission d'entreprise, de levée de fonds, de réorganisation du capital, et on intervient souvent très en amont des opérations, dans des phases de réflexion. Et notre approche, c'est de pouvoir, dans un second temps, effectivement, proposer des cabinets de fusion-acquisition qui, eux, vont exécuter l'opération. Nous, on n'intervient pas sur cette phase de process d'exécution, on est vraiment sur des phases d'accompagnement des chefs d'entreprise dans leur réflexion. Et on les suit tout au long effectivement de l'évolution du capital de l'entreprise, que ce soit des startups ou des PME. Donc j'ai proposé effectivement à Thomas il y a quelques semaines de venir intervenir de ce webinaire pour qu'on puisse faire un focus sur le sujet de la trésorerie dans le cadre effectivement des transmissions d'entreprise. Donc je vais laisser la parole maintenant à Thomas qui est fondateur et qui dirige aujourd'hui Panda Finance. Je vais le laisser présenter effectivement à la fois la structure Panda Finance et faire un focus sur la transmission. Et puis après, on reprendra les échanges tous les deux. Thomas, je te laisse effectivement prendre la suite. Oui, bonjour à tous, bonjour Florent, merci de m'accueillir pour ce point. Juste pour me présenter rapidement, donc moi je suis cofondateur de Pandat Finance. Pandat, en fait, c'est un courtier qui est spécialisé sur les placements de trésorerie. Le DAT à la fin de Pandat, à l'origine, c'est pour les dépôts à terme. On est vraiment très spécialisé notamment sur ce type de placements de trésorerie qui sont très simples et sécurisés. Ça représente une grosse partie de notre activité. On travaille avec plus de 50 partenaires bancaires pour trouver, pour les entreprises, PME, ETI, holding, les meilleures solutions de placement de trésorerie. On est aussi capable de trouver d'autres solutions, notamment des contrats de capitalisation avec une partie de fonds qui est intéressante puisque c'est du capital garanti, mais également des fonds immobiliers, des produits structurés. En quelques chiffres, Panda, c'est plus de 50 milliards d'euros qui ont été placés par nos clients auprès de nos plus de 100 partenaires. Et aujourd'hui, on est une équipe de 40 collaborateurs au service de nos clients pour les aider à trouver les meilleures solutions que le marché peut offrir pour les placements de trésorerie court, moyen ou long terme. Donc aujourd'hui, Florent me proposait effectivement d'intervenir sur le sujet de la gestion des excédents de trésorerie dans le processus de transmission d'entreprise. Donc on a essayé de réfléchir un peu finalement en termes d'étapes et de voir un peu les solutions derrière qui pouvaient être mises en place avant la transmission, après la transmission et suivant les structures également qui allaient passer. On reviendra à la fin en fonction des idées ou des solutions qui ont été proposées sur un contexte de marché et les solutions qui existent. Puis à la fin, évidemment, avec Florent, on sera ravis de prendre vos questions et d'échanger pour voir si on peut vous apporter des réponses. Pardon. Donc, la première chose, c'était d'abord de se poser la question de je cherche à céder une entreprise, mais la transaction n'a pas été encore faite. Et on s'est dit que le premier rappel important, c'est de rappeler que finalement, une entreprise, sa valeur avant d'être vendue, c'est souvent un multiple d'un ratio financier, typiquement un multiple de l'EBITDA, plus sa trésorerie nette. Et il nous semble important en fait de rappeler que dans le processus de transmission, à ce moment-là, lorsqu'on est en train de chercher des acheteurs ou qu'on est en train de négocier et finaliser la transmission, c'est peut-être de ne pas mettre en péril la valorisation de l'entreprise et que la trésorerie reste un paramètre important qui entre en compte dans ce prix-là, puisqu'encore une fois, c'est un multiple d'un ratio financier plus cette trésorerie nette. Donc, ce qui nous semble important à ce moment-là, c'est que dans le processus, et durant les mois qu'il peut y avoir, c'est de ne pas mettre en risque et de sécuriser au maximum la trésorerie
tout en la laissant aussi liquide. Parce que durant ce processus de transmission, il peut parfois y avoir des arbitrages sur la trésorerie et des cas où certains entrepreneurs vont peut-être devoir ou vouloir sortir une partie de la trésorerie. Donc, dans ce processus de transmission, avant, lorsqu'on est en train de négocier, il nous semble vraiment important de rester très sécurisé et très liquide à la fois pour pouvoir piloter cette trésorerie sans, encore une fois, mettre en péril l'opération qui est en train d'être faite et garder donc effectivement, avec des supports liquides, le choix de piloter la trésorerie. Donc ça, c'est le premier aspect qui est le moment de l'opération. Et puis, une fois que l'opération est faite, on arrive dans une deuxième phase qui est après la transmission, où là, il va y avoir en fait plusieurs questions qui vont se poser. La première chose, c'est l'entreprise qui a été acquise a peut-être des excédents de liquidité. Et là, on va revenir sur des sujets finalement de business ongoing. On redevient dans la normalité de l'entreprise en termes de pilotage, où là, les trois questions les plus importantes et sur lesquelles on accompagne nos clients de manière générale, c'est effectivement de se dire quel est le besoin de liquidité de l'entreprise. C'est très important effectivement de savoir quelles sont la liquidité dont on va avoir besoin à court ou moyen terme avant de se positionner sur des supports. Et souvent, les besoins de liquidité sont importants, de l'ordre de 80%, et on va rester sur des supports bancaires, type dépôt bancaire, compte à terme, compte courant, éventuellement compte sur livret pour les associations. La durée sur laquelle, effectivement, on veut se placer, quel est l'horizon de placement, et le second point qui va être un petit peu important à regarder, est-ce qu'on a de l'argent dont on veut disposer sous 3 mois, mais dans le fond, on ne sait pas très bien si on va le dépenser dans 2, 5, 10 ans. Et on peut trouver des supports, notamment de compte à terme ou de contrats de capitalisation, qui peuvent allier la liquidité, la sécurité et des horizons à moyen terme. Et puis, lorsqu'on a des horizons un peu plus longs, il faut se poser la question du risque et de l'objectif de rendement. Souvent ensemble, le fameux couple rendement-risque. Et donc, ce petit triangle permet effectivement de se poser les bonnes questions et d'aller vers des supports très sécurisés à droite, à des supports peut-être plus dynamiques, des fonds immobiliers ou des produits structurés. Donc ça, c'est vraiment, une fois que l'opération a été faite, pour l'entreprise qui a été acquise, de se reposer la question de la trésorerie liquide, le fonds de cuve, etc. Et puis, quand on a transmis aussi à son entreprise, il se peut que la transaction ait été faite au niveau de la holding. Et dans ce cas-là, on va avoir des fonds dans cette structure patrimoniale. Et là, on va essayer de distinguer, de se poser des questions sur les emplois qui sont prévus, qu'on peut imaginer. La première chose, à mon avis, c'est que de regarder aussi les engagements qui ont été pris suite à la transaction. Parfois, lorsqu'on transmet une entreprise, on doit mettre en place des garanties d'actifs passifs. Et donc, ce sont des engagements que vous prenez pour une durée en général limitée, peut-être 2 ans, mais dans le fond où l'acquéreur va pouvoir peut-être parfois revenir suivant des événements qui se passent dans son entreprise. Et ce qui nous semble intéressant, c'est cette partie-là de la sécuriser, là encore, en allant sur des placements à capital garanti, comme notamment les comptes à terme, et de faire très attention à ces engagements pris. Puis une fois que ces engagements sont passés, de réfléchir autrement sur des horizons moyen et long terme. L'autre aspect, c'est de regarder les besoins de financement de la structure de votre holding. Évidemment, quels sont les flux dont vous auriez besoin pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. Et là, on peut imaginer trouver des solutions de placement avec des flux financiers comme des loyers ou des dividendes qui vont permettre d'autofinancer finalement votre structure sur l'année. Puisque si vous arrivez à faire des placements conséquents, peut-être que ces flux financiers permettront d'autofinancer la structure sur l'année, et tout en gardant à l'esprit qu'il faut garder une poche liquide au quotidien, et souvent ce sont les comptes rémunérés ou les comptes courants pas trop rémunérés en ce moment qui sont les bonnes solutions pour garder cette liquidité, cette souplesse au quotidien des flux financiers dont vous avez besoin. Et puis une fois qu'on a fait mené ces deux réflexions, on peut avoir une réflexion sur ce qu'il va rester, sur une stratégie patrimoniale. Il y a souvent quelque chose qui est important, c'est que lorsqu'on vend une entreprise, on a une capacité fiscale de bénéficier d'avantages et d'abattements lorsqu'on s'engage à réemployer ces fonds sous 2 ans, notamment avec l'article 150 OBTR,
qui permet de réinvestir dans des sociétés type PME ou en construction. Et là, on n'a pas toujours l'opportunité de réinvestir ces fonds. Et ce qu'il faut faire, c'est que cette partie, donc on pense pouvoir réinvestir ou vouloir réinvestir sur des sociétés en création, c'est de rester sur les placements disponibles liquides, le temps de trouver la bonne opportunité et pas de se jeter sur le premier FCPI qui serait éligible, mais bien au contraire, de placer cet argent de façon temporaire sur des choses disponibles, liquides et sécurisées pour bénéficier de l'opportunité et se laisser le temps de réfléchir aux solutions qui vont se présenter. Et puis, une fois qu'on a fait tous ces travaux-là, on peut commencer à réfléchir de façon patrimoniale en allant chercher sur des horizons plus longs des rendements plus dynamiques avec des niveaux de risque qu'on souhaite accepter. Et donc là, il faut mener une réflexion avec son conseil, notamment sur les solutions de diversification en immobilier, en actions, en infrastructure peut-être aussi, on peut avoir des opportunités sur des recherches de rendement à moyen long terme. Donc ça, c'est le premier point, enfin les deux points les plus importants, c'est la transmission avant et après. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avant de regarder les solutions qui existent, important peut-être de rappeler un petit contexte économique des taux. Aujourd'hui, je pense que ceux qui regardent les solutions de placement, on trouve peu de réponses avec des taux intéressants. Et ça s'explique notamment parce que la Banque centrale, la BCE, mène une politique offensive sur les liquidités auprès des banques. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où les banques ont des dépôts très excédentaires par rapport à la production de crédit qu'ils font. Pas forcément que les banques ne souhaitent pas prêter, mais c'est qu'elles n'ont peut-être pas assez de projets sur lesquels prêter, même si l'immobilier fonctionne beaucoup. Elles se retrouvent dans une situation de dépôt très excédentaire. Et finalement, chaque euro qui va être déposé aujourd'hui est peu réemployé. Et réglementairement, elle le place à la BCE à moins 50. Ce qui explique souvent que les comptes à terme proposés par les banques sont des taux très bas, voire qu'il n'y en a pas du tout. Et ce qui explique aussi les niveaux de taux qu'on peut voir. L'inflation va être revue effectivement aussi un petit peu à la hausse, 1,80 cette année, mais elle devrait redevenir à 1,30, 1,40 l'an prochain, même si c'est des choses qui peuvent évoluer. Et tout ça concourt à avoir des niveaux de taux très bas. Les Euribor, qui sont les niveaux auxquels se prêtent les banques entre elles à 12 mois, sont quasiment à moins 50 BP, moins 0,50%. Et les niveaux auxquels emprunte l'État à 10 ans et 30 ans sont très très bas. Tout ça concourt à ce qu'effectivement, on soit dans un environnement où les taux proposés de compte à terme, de fonds euros, aujourd'hui, sont extrêmement bas. On arrive sur un an, péniblement, à avoir du 0,20 et sur les comptes à terme et du 0,45 sur 5 ans. Donc ça, c'était pour refaire un petit contexte de taux avant d'aller voir peut-être les solutions par produit qu'on peut avoir. Donc on a vu auparavant, suivant les différents cas, les solutions dont on veut placer. Donc, lorsqu'on cherche de la liquidité et de la sécurité, il y a deux produits qui sortent du lot. Le premier, c'est le compte courant. Alors, on a mis compte courant rémunéré. Parfois, on arrive à avoir des banques qui trouvent et qui proposent des taux à 0,05%. Dans des relations commerciales, les banques, quand même si ça leur coûte de l'argent, peuvent accompagner leurs clients. Et c'est la solution privilégiée parce qu'elle est hyper liquide. Vous disposez de vos fonds au jour le jour. Très sécurisé, c'est la banque qui garantit vos dépôts au jour le jour, encore une fois. Par contre, les rendements sont extrêmement faibles. On a même des banques qui proposent 0, voire même des taux négatifs pour des déposants très importants. Et on voit dans certains pays de l'Europe, notamment en Allemagne, au Danemark ou en Suisse, que certains déposants sont taxés dès 15, 20 000, 100 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Ça pourrait changer. L'autre solution qui est intéressante, c'est les comptes à terme. Lorsqu'on a une vision un peu plus longue et qu'on peut accepter les préavis de sortie de 32 jours, on peut avoir des solutions à 0,45 et garantir des rémunérations dans le temps, puisque ce sont des produits avec des durées maximales à 5 ans en général, tout en gardant la liquidité, puisque vous pouvez en sortir sous 32 jours. Et ça peut être une bonne façon de fixer des conditions de rémunération à 5 ans sans perdre la liquidité ni la sécurité. Là aussi, la banque garantissant les produits. Et puis après, on va rentrer dans les produits un petit peu plus dynamiques avec des horizons peut-être un peu plus longs. On a également le contrat de capitalisation qui est surtout éligible pour les holdings, un peu moins pour les sociétés commerciales et qui est très intéressant puisqu'on peut investir tout ou partie dans le fonds euro. Le fonds euro, c'est l'actif général de l'assureur qui va garantir la liquidité et le capital des fonds que vous déposez. Elle va investir pour vous
notamment principalement sur les obligations. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des rendements à 1,20. Malheureusement, sur les années à venir, on sait déjà que les rendements des fonds euros vont baisser, puisque à chaque fois que des déposants mettent de l'argent sur le fonds euro, l'assureur va principalement aller sur des actifs très sécurisés comme les taux d'État. On a vu tout à l'heure autour de 0,20 sur un an. Mais c'est vraiment une solution pour les holdings qui cherchent des horizons de placement à 4-5 ans. Et puis après, on peut aller chercher des solutions plus dynamiques. On a des fonds immobiliers, type les SCPI, les sociétés civiles de placement en immobilier, qui permettent de toucher des loyers, ce qui est intéressant notamment pour les holdings, lorsqu'on va avoir besoin de flux financiers pour financer chaque année, en fait, finalement, le fonctionnement de la holding. On est sur des rendements aujourd'hui autour de 6%, à peu près 4,5% proviennent des rendements locatifs et 1,5% de la revalorisation, puisqu'aujourd'hui, l'immobilier est un marché qui est porteur, notamment du fait des taux bas, où on arrive à avoir des prix d'immobilier qui continuent de monter malgré la crise. L'immobilier de bureau, notamment, c'est très bien comporté. Par contre, ce sont des solutions moins liquides et ce n'est pas du capital garanti puisque on est dépendant du marché immobilier. La liquidité n'est pas garantie si effectivement vous cherchez à vendre vos parts de SCPI. Parfois, la société de gestion va mettre un peu de temps pour vous rembourser, donc il faut garder ça en tête. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres solutions plus liquides comme les OPCI, qui sont des solutions un petit peu hybrides, majoritairement investies en immobilier, qui vont aller chercher un peu les mêmes rendements, mais qui vont vous garantir des prix tous les 15 jours. Par contre, la volatilité du prix est un peu plus forte. C'est pour cela aussi qu'on n'est pas sur du capital garanti. On peut avoir des moments où les prix vont baisser. Et puis, on peut aller chercher des produits aussi indexés sur les actions, sur la bourse, des produits structurés qui, tout en gardant des choses un petit peu prudentes, vont vous permettre d'aller bénéficier du dynamisme des marchés et obtenir des rendements peut-être à 5-10%. Là, l'idée, c'est de prendre le pari sur une action, sur un indice, de sa hausse. Et si ce pari est gagné, vous toucherez des intérêts de l'ordre de 5 à 10% en fonction des moments où vous investissez. Et vous êtes remboursé de façon anticipée, tout en protégeant le capital à maturité si jamais le pari n'a pas été gagné pendant 5-10 ans. La société, la banque en général, qui structure le produit, va regarder à 10 ans si l'indice, par exemple, n'a pas perdu plus de 40-50%. Et dans ce cas-là, vous serez remboursé. Ce sont des produits à plutôt moyen-long terme, plutôt prudents, mais qui permettent de dynamiser un petit peu les rendements que vous pouvez toucher. Donc voilà un petit peu le point que je pouvais faire sur nous, ce qu'on constate chez nos clients, notamment lorsqu'ils sont en processus de transmission. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair, si vous voulez que je précise des choses. Et voilà. Merci Thomas en tout cas pour cette première phase du webinaire. On va passer effectivement à la phase de questions. Donc vous avez l'espace chat sur lequel vous pouvez poser vos questions et puis je vais interviewer Thomas sur la base de vos interrogations. Et en attendant que les questions arrivent, si vous avez des interrogations, moi j'ai quelques idées en tête. Je voulais savoir un petit peu comment se comportaient les banques aujourd'hui face justement à ces taux négatifs. Est-ce qu'on voit arriver en France, chez les banques françaises en tout cas, la volonté de taxer les dépôts, ou est-ce que ça va venir peut-être dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu en penses? Alors la réponse est oui. Les banques taxent déjà les dépôts. Alors déjà, un petit rappel, aujourd'hui les dépôts ne peuvent pas être taxés parce que le code civil interdit de taxer les dépôts. Donc c'est un frein fort que les banques ont. Et toutefois, elles peuvent mettre des frais associés à la gestion des comptes. Et les très gros déposants, notamment les sociétés du CAC 40, les grosses ETI, qui vont déplacer des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même plus de millions d'euros. Aujourd'hui, les banques, ces dépôts-là, ils les replacent réglementairement principalement à la BCE à moins 50. Et c'est très difficile pour elles. Elles démarrent l'année avec des PNB qui commencent déjà très négativement. Et pour ces clients-là, elles taxent déjà les dépôts. Et on voit en région, même notamment pour des ETI, certaines banques commencer à taxer les dépôts. Alors il y a un frein qui est encore une fois le code civil, mais ce n'est pas une vue de l'esprit de se dire que de plus en plus, les banques vont vouloir taxer les dépôts. Encore une fois, en Allemagne, c'est déjà le cas des 100 000 euros, au Danemark, des 16 000 euros. Et il y a une pression forte sur les banques parce que ça leur coûte de l'argent. Chaque euro déposé de façon supplémentaire est principalement déposé à la BCE à moins 0,50, ce qui fait qu'elles cherchent
en fait, à défendre un petit peu leur activité et leurs résultats. D'accord. Et au niveau est-ce qu'il y a un peu de dumping finalement au niveau du positionnement, enfin, du placement de trésor sur la France qui est un peu préservé finalement? Est-ce que tu vois arriver, je sais pas, des sociétés allemandes qui elles se font taxer et finalement qui rapatrient des capitaux en France pour les placer? Alors, oui, par contre, les sociétés allemandes ont quand même des difficultés à signer avec des banques françaises parce que ce sont des contrats en français, tout bêtement, et que parfois ils n'ont pas des contrats en allemand. Maintenant, les banques françaises privilégient aussi leur clientèle française. Elles ne vont pas accepter les dépôts d'une entité comme ça à zéro, sachant que ça leur coûte moins 50. Elles peuvent le faire ponctuellement parce qu'elles peuvent avoir une bonne activité de crédit ou pour équilibrer des bilans parfois en fin d'année, mais ça va être pour des proportions congrues et elles vont privilégier encore une fois leur clientèle et elles le font aussi dans les cadres de relations commerciales. C'est-à-dire qu'un client qui vient et qui va avoir un discours de dire je vais mettre des flux chez vous, je vais faire des financements avec vous, à ce moment-là, la banque, dans une relation globale, va être en capacité d'accepter des dépôts à zéro, ou peut-être même parfois de les rémunérer, mais elle ne va pas accepter comme ça les flux de la première personne qui viendrait. Et donc les sociétés allemandes qui viendraient taper à la porte des banques doivent avoir une relation commerciale avec les banques, sinon ça a très 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 peu d'intérêt aujourd'hui pour les banques françaises. D'accord. Sur les produits qui ont un peu de rendement un peu diversifié, on va dire, est-ce que tu as des produits qui sont plutôt tournés sur l'Europe ou est-ce que tu as des produits internationaux? Comment tu gères les clients qui veulent du rendement? Alors, aujourd'hui, quand même, on travaille avec les personnes morales. La plupart des entreprises, quand même, cherchent à sécuriser leur trésorerie. L'objet social des entreprises n'est pas de faire des produits financiers en général, sauf peut-être pour les holdings. La première solution que les clients cherchent, ce sont d'abord des comptes à terme. Et donc, c'est ce qu'on essaie de trouver. Et puis après, elles cherchent des solutions liquides et très prudentes. Un produit qui fonctionne bien, c'est un produit qui est indexé sur des supports immobiliers, mais avec une grande liquidité à la quinzaine, où finalement, on a des sociétés immobilières qui, capitalisant les intérêts, permettent d'avoir une remontée lente des prix, mais quand même des rendements de l'ordre de 3-4%, tout en garantissant un prix à la quinzaine, parce que l'ensemble n'est pas investi sur de l'immobilier. Une partie va être investie sur des supports liquides, comme des sociétés foncières ou de la trésorerie, tout simplement, pour garantir cette liquidité. Après, les clients qui vont aller chercher des rendements, effectivement, peuvent aller chercher des horizons plus longs sur des actions étrangères ou autres. Ils vont plutôt quand même chercher des supports comme des produits structurés qui permettent de prendre des paris simples et prudents sans avoir à suivre au quotidien les fonds. Voilà. Donc, on a quand même des clients qui cherchent à investir en France aussi. On connaît le marché immobilier français, on allume la radio, on écoute le CAC 40, on est rassuré sur ce qui se passe. Nos clients, quand même, cherchent plutôt des solutions en euros et principalement françaises. D'accord. J'ai une autre question. Alors, voilà, on vient d'avoir une question effectivement dans le chat directement. Une entreprise peut-elle investir dans n'importe quel ETF? Alors, il faut avoir un compte titre pour cela. Donc, il faut aller ouvrir auprès de sa banque un compte titre. Et effectivement, on peut accompagner peut-être par un conseil, trouver des ETF. Les ETF, hein, pour rappel, ce sont des fonds qui répliquent la performance d'un indice de façon très peu margée, puisque c'est de la gestion dite passive. Donc oui, on a des clients qui nous sollicitent de temps en temps pour investir sur des ETF. Après, derrière l'ETF, le choix de l'ETF, c'est le choix de l'indice ou du benchmark qu'on va faire. Et donc, si on investit sur un ETF qui réplique le CAC 40, il faut bien avoir en tête que ce sont pour des horizons moyen-long terme avec des prix qui varient et un capital qui n'est pas garanti. Mais par contre, effectivement, des rendements attendus sur du moyen-long terme plus performants que ce que peuvent faire de la trésorerie. Plutôt ceux de la bourse, donc aujourd'hui, cette année qui marche bien, parce qu'on fait presque plus de 20% cette année, mais avec des années qui peuvent être parfois négatives. D'accord. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez d'autres questions que je puisse les reprendre. Moi j'ai une question autour des crypto-actifs, alors que ce soit les monnaies ou les NFT.
est-ce que tu vois arriver aujourd'hui sur le marché des produits structurés par des hedge funds, je sais pas, au niveau aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui commenceraient à proposer ce type d'actifs, ce type de placement, qui forcément sont assez risqués. Est-ce que ça arrive progressivement? Alors déjà, nous, chez Panda, on ne commercialise pas de produits sur les cryptos. Pour autant, effectivement, on voit des choses arriver. Typiquement, on me parlait il y a 2 minutes d'ETF aux États-Unis. Des premiers ETF sur les cryptos ont été lancés. Donc, il est possible d'investir sans avoir à rentrer sur une plateforme de crypto sur des ETF, sur des marchés cotés. On voit également aussi des fonds qui commencent à se spécialiser et beaucoup de clients nous en parlent. Encore une fois, là, on est sur des choses qui sortent de la trésorerie stable, liquide, et vraiment sur des horizons de placement plus longs. Donc oui, on commence à sentir effectivement des choses poussées, et ça devient de plus en plus une classe d'actifs à part entière, avec des gens qui, dans un aspect de diversification, trouvent pertinent d'investir dans des actions, dans de l'immobilier, mais aussi peut-être un petit peu dans les cryptos. Et donc des produits commencent effectivement à émerger. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose? Sinon, on peut effectivement on peut conclure la session. Non, non, moi, mon propos, c'était vraiment d'essayer de ressortir un peu les points qu'on voit chez nos clients, avec une partie quand même, vous l'avez compris, très sécurisée, notamment avant la transmission. Et sur l'aspect dynamique, effectivement, lorsqu'on cherche du rendement, il faut sortir un petit peu des produits de type compte à terme, sans pour autant partir sur des produits qui peuvent avoir des risques fous ou incontrôlés. Le bon conseil qu'on peut donner, c'est lorsque vous investissez sur un produit qui offre des rendements, c'est de se poser la question de pourquoi il y a ce rendement-là, quels sont les risques, et est-ce que je les comprends, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je peux les suivre. Et à partir de là, on peut peut-être investir sur des mobiliers, sur des actions, voire sur des cryptos, lorsqu'on s'est posé ces premières questions, en gardant en tête effectivement ses besoins de liquidité et l'horizon de placement, à quel moment je peux avoir besoin des fonds. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, si c'était clair. En tout cas, non, c'était très clair. Ce qu'on peut conclure effectivement, c'est que l'horizon du besoin de liquidité au niveau de l'entreprise, que ce soit dans son exploitation ou dans des choix de trésor, finalement, c'est vraiment le point clé, pouvoir se projeter sur les besoins de l'entreprise, son business plan, son développement, pour pouvoir déterminer finalement quelle part je peux utiliser pour du placement avec un niveau de risque effectivement qui dépendra aussi de l'horizon de temps et du temps de blocage de la trésor qui va être mobilisé. Pour autant, ce que j'entends, ce qui est intéressant aussi de passer par Panda de Finance, c'est la capacité à avoir des comptes à terme qui permettent de rémunérer aussi sur un temps un petit peu plus court. Et puis peut-être aussi éviter à moyen terme de se faire taxer par les banques si ça arrive dans les banques françaises dans quelques mois. En fonction de, là, c'est plutôt l'aspect macroéconomique en tout cas qui va faire évoluer les choses. Ouais, c'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci Florent, merci à tous. Ravi d'avoir participé au webinaire. Je suis évidemment disponible si des gens avaient des questions, souhaitaient me contacter pour répondre à d'autres questions avec plaisir, évidemment. Voilà, n'hésitez pas, on est disponible soit sur les sites internet, vous pouvez prendre contact directement, sinon à travers nos profils LinkedIn également. Il y a un événement LinkedIn qui avait été fait pour le webinaire, donc vous avez accès à nos profils si vous voulez vous connecter ou envoyer directement un message pour continuer les échanges. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.